Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je m'appelle Barbara Cazola, je suis PH en neurologie vasculaire ici au CHU de Nice, qui est centre de recours pour les thérapeutiques de la phase aiguë de l'AVC. L'équipe comprend aussi le docteur Bruno, le docteur Panicucci, le docteur Laporta et le chef de service qui est le docteur Marie-Hélène Mahagne. Et je voulais tout d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité à vous parler d'hémicraniectomie décompressive dans le contexte des AVC étendus de l'artère sylvienne, le point de vue du neurologue. Et je vais commencer cette histoire avec une histoire qui date d'il y a 20 ans à peu près. C'est un dossier qui m'a été fourni par le professeur Less du CHU de Lille, que je remercie. Une jeune fille de 21 ans qui se présente le 11 septembre 2001 pour l'apparition brutale d'un déficit moteur hémicorporel droit complet à 7h45, associé à une aphasie, donc à un trouble du langage, et à une amputation du champ visuel du côté droit. Elle est amenée à l'hôpital et à 11h30, elle bénéficie d'un scanner cérébral qui ne montre rien de particulier, donc elle ne bénéficie pas du traitement de la phase aiguë. Elle est hospitalisée et le lendemain, elle devient somnolente rapidement et s'aggrave sur le plan de la vigilance. Et l'après-midi, elle devient brutalement Glasgow 6, donc comateuse. Il y a un scanner qui est réalisé qui montre cette vaste plage. Je ne sais pas comment ça marche, mais bon, vous la voyez assez facilement. Une vaste plage d'hypodensité du territoire de l'artère cérébrale moyenne gauche qui prend de la place, qui efface le ventricule latéral, qui détermine une herniation. Et cette jeune fille, elle décède à J3 de cet AVC qu'on appelle un AVC malin. Qu'en serait-il de cette jeune fille en 2022 ? Eh ben, elle aurait appelé le 15 avec une filière préhospitalière. Elle aurait été admise en unité neurovasculaire rapidement. Elle aurait bénéficié des traitements de la phase aiguë de l'AVC, notamment la thrombolyse IV, qui est un produit qui permet de dissoudre le caillot qui est à l'origine des AVC parce que ça occlue les artères. Si la thrombolyse n'était pas efficace, d'une thrombectomie mécanique. Et en cas d'échec, elle aurait eu une hémicraniectomie décompressive, comme vous le voyez ici, parce que grâce à l'IRM, on aurait pu estimer le volume de l'AVC et prédire en fait la potentielle transformation maligne de cet AVC. Et un an plus tard, elle aurait une probabilité d'être vivante à 80% si elle avait été traitée par craniectomie décompressive, donc admettant en cas d'échec des traitements de la phase aiguë. Elle aurait eu 45% de probabilité de conduire et 15% de probabilité d'être autonome dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc il s'agit d'une pathologie qui est extrêmement grave. Ça atteint environ 10% de tous les AVC supratentoriaux et 2-3% des AVC tout venant. Donc c'est relativement rare, mais ça atteint surtout les sujets jeunes. La définition, c'est que le territoire atteint doit comprendre au moins 2/3 du territoire de l'artère cérébrale moyenne, qui est aussi appelée artère sylvienne et qui est effectivement, comme vous le voyez, responsable de la vascularisation d'un presque tout l'hémisphère de chaque côté. Souvent, ces AVC atteignent plusieurs territoires vasculaires par compression, par phénomène compressif secondaire. Et comme je disais, la mortalité est extrêmement élevée parce qu'en présence d'un traitement médical optimal sans chirurgie, la mortalité est environ de 70-80%. Pourquoi la mortalité est aussi élevée ? Parce que quand on a un gros volume d'infarctus, il y a de l'œdème qui se génère, de l'inflammation autour qui prend de la place. Et comme la boîte crânienne est inextensible, quand ça prend de la place, ça détermine une hypertension intracrânienne qui est souvent irréversible en absence de mesures chirurgicales justement. Je réessaye. Bon, et vous voyez sur la courbe en verte que le cerveau la boîte crânienne a une certaine capacité de compensation jusqu'à un certain moment, et là vous voyez la courbe verte qui monte en pic parce que quand la capacité de compensation est saturée, la pression intracrânienne elle augmente avec tous les conséquences du syndrome d'hypertension intracrânienne. Il y a des facteurs qui sont connus pour prédire la transformation maligne, donc cette mortalité à 70-80% à cause de l'œdème, qui sont d'une part le volume de l'infarctus, l'état d'écho latéral,
Le siège de l'occlusion, plus c'est proximal, plus l'infarctus il est gros, plus ça peut déclencher la formation d'édème. La réperfusion tardive, et il y a aussi des facteurs généraux, comme par exemple l'hypertension artérielle, l'hyperthermie, l'hypervolémie, qui peuvent augmenter cette formation d'œdème. Alors quand on regarde sur le plan médical, on peut agir en contrôlant un peu les facteurs qu'on vient de citer, qui sont à l'origine, enfin qui participent à la formation de l'œdème, comme les paramètres vitaux. Il ne faut pas que le patient soit hypoxémique, pas trop hypercapnique ni trop hypocapnique. Et où on peut utiliser des traitements antiédémigènes, comme par exemple le mannitol, qui ont comme objectif de réduire justement la formation d'œdème, mais tout cela ne marche pas, parce que la mortalité reste à 80% environ chez ces patients-là. Donc un professeur de Heidelberg, le professeur Wernerach, avait observé que chez l'animal, et ben, si on faisait des volets décompressifs, la mortalité était beaucoup plus basse. Et du coup, il a commencé à s'interroger sur comment on pouvait prédire cette transformation en AVC malin et quand est-ce qu'il fallait opérer. Je suis devant des neurochirurgiens, donc je vais être très simple, mais globalement, la craniectomie décompressive consiste à faire des trous de Trapin, ça c'est le travail de nos collègues neurochirurgiens, qui permettent de créer un volet osseux qui est donc enlevé. Alors il y a une époque, il était conservé dans la paroi abdominale, maintenant il y a des banques d'os. Avec le volet, on fait aussi une incision de la dure mère qui permet vraiment de faire une duroplastie, donc de laisser le cerveau s'expandre vers l'extérieur. Et ici, vous voyez le résultat sur le plan radiologique, surtout sur l'image en haut à droite, vous voyez qu'il y a l'hémisphère gauche qui est édémacié et qui sort à l'extérieur de la boîte crânienne, permettant donc d'éviter les compressions vers l'intérieur qui sont, comme on disait, la cause de la mortalité de ces patients. Et là encore, vous avez d'autres images qui montrent des craniectomies plutôt efficaces avec des volets larges et l'expansion du cerveau vers l'extérieur. Donc chez l'homme, on a fait 3 études randomisées, cela remonte aux années 2000-2005. Une étude française qui était la seule qui incluait les patients avec des paramètres d'IRM et qui globalement avait, comme vous le voyez ici, un peu, à peu près les mêmes critères d'inclusion. Donc une craniectomie qui était faite précocement et malgré le peu nombre de patients qui étaient inclus dans chaque étude, une méta-analyse qui a été réalisée par Vaedi et publiée dans le Lancet Neurology en 2007 a bien montré que chez l'homme, et ben, comme vous le voyez, le geste de craniectomie décompressive baisse la mortalité de 71%, qui était la mortalité dans le bras, mais traitement médical seul, à 22%, c'est la dernière barre rose, chez les patients traités par chirurgie. Avec ce qu'on appelle un number needed to treat, donc combien de patients il faut traiter pour éviter un mort, et ben, il faut traiter 2 patients pour éviter un décès à cause de cette transformation maligne. Donc on s'est interrogé par rapport à est-ce qu'on réduit la mortalité, mais est-ce que c'est au prix d'un handicap lourd chez les survivants. Donc nous, en neurologie vasculaire, on utilise une échelle qui estime, enfin qui évalue l'autonomie des patients, qui s'appelle Rankin modifié, que vous voyez ici. Donc 0, c'est le patient qui n'a pas de symptômes, 6, c'est le patient décédé. Et en fait, pour les AVC graves comme celui-là, on utilise une définition de pronostic, de bon pronostic, qui est un Rankin à 0,3. C'est un patient qui arrive à marcher avec, par exemple, une aide technique, une canne, mais qui se déplace de manière autonome. Donc il est de base assez autonome dans les actes de la vie quotidienne. Et toujours comme résultat de la même méta-analyse, eh ben, on a retrouvé que chez les survivants, il y avait une autonomie qui s'améliorait suite au traitement chirurgical, parce que comme vous le voyez, il fallait traiter 4 patients pour en obtenir un qui était donc capable de marcher malgré la gravité de cette maladie à distance de l'AVC. Donc c'est recommandé, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, ça c'est les nouvelles recommandations de la Société européenne de l'AVC, mais ça fait partie des recommandations depuis déjà 2008. On le fait tôt parce que, comme on l'a dit, il faut prévenir la formation de l'hypertension intracrânienne, donc on le fait dans les 48 heures chez les patients qui ont des déficits neurologiques assez sévères, qui s'évaluent avec une échelle qui s'appelle NIHSS, mais globalement c'est des patients qui sont gravement déficitaires.
à un certain seuil de volume d'infarctus, parce qu'on l'a dit, plus le volume il est gros, plus la probabilité d'évoluer en infarctus malin est élevée, et souvent chez les sujets jeunes. Néanmoins, disons qu'on a très peu de données jusqu'à l'heure actuelle de vraie vie quant au pronostic de ces patients. Et on sait que parfois, les résultats des études randomisées ne sont pas tout à fait cohérents avec les résultats de la vraie vie. Donc on s'est intéressé à cette thématique de recherche. C'est des collaborations avec le CHU de Lille. Et en particulier, on s'est intéressé aux prédicteurs de mortalité précoce, aux prédicteurs de mauvais pronostics fonctionnels ou de bons pronostics fonctionnels chez les survivants. Et on s'est aussi posé des questions quant au calcul de volume et au pronostic neurologique de ces patients, notamment sur la survenue des crises d'épilepsie. Je vais vous montrer quelques résultats qui, globalement, ont été acquis du coup sur la cohorte lilloise de 212 patients. La mortalité à 30 jours est environ de 15%. Et comme vous voyez, la mortalité, elle survient assez rapidement après la survenue de l'AVC. Donc, le délai médian était de 5 jours. Et quand on a regardé aux prédicteurs de mortalité, on a trouvé que le volume, d'une part, et la déviation de la ligne médiane après craniectomie étaient des prédicteurs indépendants de mortalité précoce. En regardant au volume, on s'est aussi posé la question, mais est-ce qu'il y a un seuil de volume qui pourrait prédire avec une très bonne spécificité, une très bonne sensibilité, la mortalité précoce pour nous permettre éventuellement d'identifier des patients chez qui ce traitement chirurgical, qui reste un traitement lourd, pourrait être futile. Et on a trouvé un seuil à 210 cc, mais comme vous le voyez ici, ce seuil a une sensibilité à 0,73 et une spécificité à 0,64, donc ça ne permet pas de acter qu'au-delà d'un certain seuil de volume, la craniectomie est futile. Probablement parce que le volume en soi n'est pas le seul prédicteur. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Quand on est au lit du patient, il faut prendre la décision. Et ça va assez, disons, de manière cohérente avec les résultats d'autres études. Je vous en montre un ici, qui montre bien que finalement, comme vous le voyez sur la gauche, même des patients qui ont des volumes très étendus d'AVC peuvent avoir des bons pronostics fonctionnels. Et à l'inverse, des patients, comme vous voyez sur la droite, qui ont des petits volumes d'AVC peuvent avoir des très mauvais pronostics. Donc le volume, bien sûr, est à prendre en compte, mais ça n'est pas le seul critère sur lequel on peut se baser. Et encore une fois, pour parler de volume, ça c'était le deuxième travail, on a essayé d'identifier des différences, parce qu'il y a plusieurs façons de calculer le volume. Alors comme c'est aussi important, des fois on se pose vraiment la question, est-ce qu'il faut l'opérer avec cet énorme volume ? On a des techniques différentes, et surtout grâce à la thrombectomie mécanique, qui est donc ce geste endovasculaire qui permet de retirer le caillot, on a des logiciels automatiques qui permettent de calculer des volumes sur la séquence que vous voyez sur la droite, donc l'ADC, mais l'indication de craniectomie avait été validée sur la diffusion B1000. Donc on s'est posé la question, mais est-ce que les résultats sont les mêmes, sont cohérents ? Alors ce qu'on a trouvé, c'est que les deux techniques sont étroitement corrélées. Donc on a une corrélation linéaire qui est assez nette, et que la valeur prédictive de ces deux techniques est aussi superposable. Donc on peut effectivement se fier à l'une et l'autre. Néanmoins, quand on regarde au seuil de volume, c'est pas tout à fait la même chose. Donc quand on parle de volumétrie dans les AVC étendus de l'artère sylvienne, et en particulier pour poser une indication, il faut aussi bien intégrer l'information de quelle est la technique de volume qu'on a utilisée. Et donc, chez les survivants, on a parlé de mortalité précoce. Chez les survivants, qui se passe-t-il ? Vous voyez que dans cette cohorte, plus de 50% des patients qui avaient été traités pour des AVC aussi graves, à un an, avaient un ranking modifié inférieur ou égal à 3, ce qui signifie qu'ils étaient capables de marcher de manière autonome. Donc, quels étaient les prédicteurs de ce pronostic fonctionnel ? On a trouvé que c'était surtout des facteurs liés aux patients, et non pas à l'AVC comme pour la mortalité, et en particulier la consommation excessive d'alcool,
l'âge. On a trouvé d'autres variables qui étaient à la limite de la significativité, comme l'hypertension artérielle, le diabète. Tout cela indiquant que les prédicteurs de pronostic de mortalité à court terme sembleraient plutôt liés aux caractéristiques de l'AVC lui-même, le volume, le profil du patient, la déviation de la ligne médiane, etc. Mais les prédicteurs du pronostic à long terme sont plutôt liés aux caractéristiques du patient. Et pour toujours parler de pronostic, on s'est posé la question des crises épileptiques qui sont une complication très fréquente des AVC. Et on a donc utilisé une cohorte qui ne souffrait pas d'épilepsie préalable, et on a trouvé que l'incidence de crise épileptique au sein de cette population est extrêmement élevée, avec plus de 50% de patients qui souffrent de crise d'épilepsie à 3 ans par rapport à la survenue de l'AVC. Donc c'est des patients qui nécessitent d'un suivi neurologique au long cours. On n'a pas su identifier des prédicteurs de crise épileptique parce que probablement c'est une population homogène qui a déjà tous les facteurs de risque pour faire de l'épilepsie. Il s'agit de patients qui ont une atteinte corticale avec des gros volumes, des sujets jeunes. Néanmoins, sous réserve du design observationnel, on a trouvé que ces crises n'ont pas d'impact sur le pronostic vital ou fonctionnel au long cours. Donc il y a plusieurs questions qui restent ouvertes. C'est une thématique frontière où la neurochirurgie interagit avec la réanimation, avec les neurologues vasculaires. Il y a des études, il y a des études en cours sur d'autres thématiques, sur d'autres questions qui sont extrêmement importantes. Quel est l'état cognitif de ces patients à distance? Est-ce qu'ils font des troubles thymiques? Quelle est leur qualité de vie? Quel est l'impact, par exemple, du remaniement hémorragique au sein de cette population? Est-ce que le fait d'avoir atteint un côté gauche plutôt que droit, ça a un impact aussi en termes de qualité de vie? J'espère pouvoir mener et continuer à mener des études collaboratives ici au CHU de Nice sur cette thématique qui, pour moi, est passionnante. Et pour le moment, je vous remercie de votre attention. Et